Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à la question comment fonctionne JavaScript, à la fois dans le browser et à la fois, par exemple, dans Node.js. Ici, j'ai une image qui représente un peu le cœur du moteur JavaScript. Au fond de ce cœur, donc, nous avons une pile et c'est là où vont s'exécuter toutes les instructions que vous allez écrire. La plupart du temps, ça va être des fonctions. Et bien sûr, avant d'arriver dans cette pile, vous avez ici une file, toutes les instructions que vous écrivez, et ils vont se mettre les unes après les autres. Et donc, à chaque fois que la pile est vide, vous avez ici ce qu'on appelle l'event loop. Eh bien, l'instruction suivante va être poussée dans la pile pour qu'elle soit exécutée. Bien sûr, ce qu'on pousse dans la pile, ça peut être une fonction. Et cette fonction, si elle appelle une autre fonction, l'autre fonction va venir au-dessus. Et si celle-ci encore appelle une autre fonction, l'autre va venir au-dessus, etc. Et donc, on comprend très bien que l'empilement des appels peut aller jusqu'à un certain niveau et il doit y avoir certainement une limite que nous allons voir tout à l'heure. Alors bien sûr, toutes ces instructions, s'ils ont besoin de mémoire, vous avez donc JavaScript utilise la mémoire et la mémoire elle est gérée de manière automatique, donc on ne va pas s'intéresser à comment gérer la mémoire. Elle est gérée par ce qu'on appelle le garbage collector ou le ramasse-miettes. Alors, bien sûr, ici, la figure que je représente ici, c'est une figure qui concerne le browser. Et donc là, j'ai les Web APIs. Si on est dans Node.js, eh bien, on va avoir les API de Node.js qui sont développées aussi en C++. Et donc, on va retrouver un peu, à peu près, enfin, pas tout à fait les mêmes API, mais donc des API qui permettent par exemple d'accéder au système de fichiers, d'accéder au réseau, etc. Eh bien, est-ce que, donc on dit que JavaScript est un langage monothread, ça veut dire qu'on a un seul thread, autrement dit, on ne peut pas exécuter des tâches en parallèle. Alors, mais par contre, si certainement, donc on aura besoin de ça, mais le code que vous écrivez, donc il va toujours s'exécuter. Donc vous ne pouvez pas exécuter deux choses en parallèle, sauf si vous faites appel, bien sûr, aux API du web. Et ces API peuvent s'exécuter en parallèle des instructions que vous avez au niveau de la pile. Alors bien sûr, donc ici, pour comprendre, donc alors la plupart du temps, on va vous parler de, il faut jamais bloquer cette pile. Et bien sûr, si vous la bloquez, vous allez tout bloquer, à la fois donc tout ce qui est CSS. On voit ici donc ici j'ai mis un exemple pour voir, pour qu'on puisse expérimenter tout ça. Et là j'ai un bouton. Quand on clique sur ce bouton, donc il va nous écrire ici dans la console bouton cliquer. Et de l'autre côté là j'ai mis une pseudo horloge dans laquelle j'ai représenté une seule aiguille qui tourne chaque seconde, elle fait une rotation de 6 degrés. Alors, le code qui est derrière ces éléments ici, donc je vous le montre. Alors, bien sûr, c'est juste une page très simple. Donc, en haut, donc j'ai tout mis ici dans un container. Et dans le container, là, l'horloge qu'on a vue tout à l'heure, c'est juste du SVG dans lequel j'ai tracé une seule ligne. Et cette ligne, je vais la faire pivoter avec du JavaScript. Donc, on va voir tout à l'heure ce JavaScript qui est derrière. Et puis le bouton, quand on clique sur le bouton, ici, on affiche le message. Et donc ici, j'ai l'événement onClick. Et quand on clique, on va appeler une fonction afficher, qui est elle-même aussi définie dans ce script. Et puis là, alors pour ça, mon paragraphe ici qui est dans le container, quand je le survole avec la souris, eh bien, il va changer de couleur et puis j'effectue une transformation de mise à l'échelle. Et donc, si je vous montre le code CSS pour ça, alors mon paragraphe ici, vous voyez, quand je le survole, je transforme la couleur d'arrière-plan,
la couleur du texte, et puis j'utilise ici une transition de 300 millisecondes. Sinon, pour tout le reste ici, là j'ai pour line, ça c'est pour la ligne SVG. J'ai mis, donc j'ai réglé la couleur du trait à noir et puis l'épaisseur du trait euh, à 6 points. Alors l'image que nous avons bien sûr tout en bas, dans laquelle j'ai expliqué un peu la pile et la file, etc. Nous allons revenir bien sûr sur le concept de la pile et la file. La première des choses à faire, c'est d'abord de voir que cette pile elle a une taille limitée. Et donc ici pour ça, donc l'image que je envoie ici, c'est celle-ci, eventloop.png. Alors par rapport au script JavaScript, ce qui fait tourner l'horloge que j'ai ici, c'est juste ça. Donc je récupère la référence de la ligne que j'ai ici, document.querySelector de line. Et puis ici, je vais définir une variable angle que j'initialise à la valeur 0. Et là, je vais définir une fonction CB à laquelle je vais passer, alors ici, la valeur start n'a aucune importance. Et donc, alors, et à chaque appel de cette fonction, je vais incrémenter l'angle et je vais changer l'attribut ici, transform. Et cet attribut, donc, je vais utiliser la transformation rotation, rotate, et je lui donne le nouveau angle. Et bien sûr, ça, je dois le faire chaque seconde. Et pour le faire chaque seconde, alors ici, j'ai une variable qui s'appelle stop. Alors, donc on peut la déclarer si on veut ici. Stop égale false, bien sûr. Alors, égale true. Alors, si on fait, donc on va mettre false. Et alors, si on veut tourner indéfiniment, donc on doit commenter ça. Alors, égale à true. C'est juste parce que c'est un peu confus. Stop égale à false. Et donc, alors, si je fais ici false, ça ne va jamais passer à cette timeout. Donc, ici, je dois mettre stop égale à true et ça ne va pas stopper. Donc, il faut appeler la fonction plutôt ici, start égale à true, if start. Alors, donc, à ce moment-là, si cette variable est à true, je vais appeler la fonction intégrée du browser qui s'appelle setTimeout. Et cette fonction setTimeout, elle fait partie des API que nous avons ici. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Eh bien, j'appelle une fonction ici qui va se trouver là. Et cette fonction, elle va armer un timer. Et après la durée que je mets ici, là j'ai mis 1 seconde. Après une seconde, eh bien, il va appeler ma callback. Et donc, on va voir ici, donc ça va rester, ça va tourner indéfiniment. Mais les appels ici, ils vont se faire chaque seconde. Et on voit très bien, puisque ça fonctionne ici, puisque l'horloge continue de fonctionner, que ça ne bloque pas mon système. Là, je peux toujours cliquer sur le bouton, j'ai les styles qui fonctionnent. C'est que ici, au niveau de ma pile ici, je vais avoir la fonction CB, qui va appeler l'API ici setTimeout. Et bien sûr, ici, ça va se vider. Et après 1 seconde, l'API setTimeout, elle va envoyer ici la CB et on va continuer. Et donc ici, il faut comprendre que l'exécution de la CB ici, ça s'exécute dans des microsecondes. C'est vraiment très rapide. Et donc par rapport à 1 seconde, c'est une éternité. Alors bien sûr, 1 seconde est une éternité par rapport à une microseconde. Alors ici, voilà, donc alors bien sûr, il faudrait appeler la fonction ici CB une première fois. Donc j'appelle CB et puis elle va s'appeler elle-même au fur et à mesure. Et là, ça me donne l'horloge que j'ai ici. Voilà, alors maintenant, pour le bouton afficher, donc quand je clique sur le bouton afficher, eh bien, ça m'affiche ça. Alors la première des choses qu'on va tester, c'est des erreurs que vous pouvez avoir au niveau de votre programmation. Quand vous faites de la récursivité, la fonction qui s'appelle elle-même, eh bien là, au niveau du graphique ici, la fonction qui va s'appeler, donc elle va s'appeler, il va s'appeler,
et ça va monter dans la pile. Et donc, on va le faire ici. Donc, la fonction s'appelle callMe. Et donc, si je l'appelle, on voit très bien, très rapidement. Donc, ici, on a le message range error, maximum call stake size exceeded. Donc, il y a un maximum. Donc, le JavaScript, il le détecte. Et quand vous arrivez à ce maximum, donc, il va vider le stake. Et donc, l'exécution va continuer sur le reste. Alors ça, c'est la première des choses. Vous pouvez aussi avoir une fonction qui appelle une autre fonction. Là, j'ai le phénomène ping-pong. Donc la fonction ping va appeler la fonction pong et la fonction pong va appeler la fonction ping. Et donc là, on va rester indéfiniment entre ping et pong. Donc je fais ping-pong, on a la même chose. Mais ici, il faut bien comprendre, quand on regarde ici dans la console et on voit les erreurs, vous allez avoir toujours, quand il y a des erreurs, vous allez avoir une copie du stake. Et donc ici, on voit ping-pong, ping-pong, ping. Ça, les appels. Donc ils sont organisés dans l'ordre. Bien sûr, on n'affiche pas tous les appels de la pile, mais on affiche juste les premiers. Et comme ça va nous donner des indications sur l'erreur qu'on a commise. Alors après, donc maintenant, si on veut bloquer notre stake, donc pour voir un peu le comportement du blocage quand vous exécutez un code, vous pouvez avoir une fonction, par exemple, qui va faire une boucle infinie. Alors si vous faites une fonction, par exemple, comme ça, et bien sûr à ne pas faire, calme. Et si vous faites ici while true, et donc ici vous faites quelque chose, et bien là vous n'allez jamais sortir de votre fonction, et là vous allez carrément bloquer. Mais bien sûr je ne vais pas le faire. Je ne vais pas bloquer, parce que sinon je dois fermer la fenêtre pour et revenir après. Mais au lieu de cela, donc je vais bloquer avec la fonction block, mais je veux bloquer pour une certaine durée. Et donc on va voir comment on va faire pour ça. Eh bien tout simplement, donc ici, je vais contrôler le blocage à l'intérieur. Donc ici la fonction block, je vais lui dire de bloquer un certain nombre de secondes. Et là je vais, au premier appel de ma fonction ici, je vais, enfin, donc à chaque appel de la fonction, je déclare la constante start time, je prends un prélèvement de la date. Ici, date.now, ça donne le timestamp. Et là, je déclare la variable now, la variable qui est égale à start time, et puis delta. Et delta, ça va être la différence entre le temps actuel et la première valeur. Alors ici, bien sûr, et puis je vais initialiser une variable counter, je vais mettre 0. Et à partir de maintenant, là, je vais entrer dans la boucle infinie. Et bien sûr, donc il faut prendre ses précautions pour qu'à un moment donné, sortir de cette boucle-là. Je fais while through. Et donc, il faudrait à la limite faire un test à l'intérieur pour à un moment donné pouvoir sortir. Alors, qu'est-ce que je fais à l'intérieur de la boucle? Eh bien, je détermine la date actuelle, le temps, le timestamp actuel. Et je vais comparer ce timestamp à la date de l'appel de la fonction pour déterminer l'écart, delta. Et puis j'incrémente le compteur. Et à la limite ici, on peut faire un task, on peut exécuter une tâche donnée. Et donc ici, pour ma tâche, j'ai juste une tâche normale. Qu'est-ce qu'elle fait do task? Eh bien, il va faire console.log doing task plus count. Donc je lui passe le compteur, la valeur du compteur. Et donc ça va être le numéro de l'itération, le numéro de la boucle dans laquelle nous sommes ici à l'intérieur de la boucle while. Alors bien sûr, si delta est supérieur à 1000, parce que la valeur que je passe ici, donc elle est en secondes, et donc je la multiplie par seconde, parce que le delta ici, ça va être en millisecondes. Et là, date.now, ça nous donne le nombre de millisecondes, pardon, écoulées à partir de 1970, à janvier 1970. Donc je fais ici delta est supérieur à 1000, voilà c'est ça, millisecondes, 1000 fois la valeur que j'ai entrée ici, alors à ce moment j'arrête la boucle. Bien sinon je continue. Donc là j'utilise return et là quand je fais return, bien sûr je vais sortir de la fonction et ça va sortir. Mais donc là on va bloquer par exemple pendant une seconde et vous allez voir que quand on bloque pendant une seconde, eh bien on bloque
complètement le browser, on ne peut plus rien faire. Alors essayons ça. Donc c'est bloc et on donne le nombre de secondes. Bloc et je vais lui donner par exemple une seconde. Alors une seconde c'est pas beaucoup, mais on voit très bien. Alors c'est très rapide. Donc je vais mettre, voilà, c'est la fin. Et bien sûr il a fait la tâche, il a exécuté la tâche 5723 fois en une seconde. Donc, au lieu de ping, là, on va lui dire de bloquer pendant 4 secondes. Comme ça, on va vraiment vérifier le blocage. Là, j'exécute ça. On voit qu'il est en train de cliquer. On voit l'horloge qui tourne. Je réessaye. Vous voyez que l'horloge s'arrête. Si je clique sur le bouton, ça ne fait rien. Et là, bien sûr, c'est fini, 4 secondes. Alors, et là, c'est juste la console qui était, donc, ça s'enfile aussi les appels de la console. Je vais éliminer les appels de la console. Je garde quand même la fonction, mais ma fonction ne fait rien. Et je réessaye encore une fois. Donc, je fais bloc pendant 4 secondes. Je clique ici, ça ne marche pas. L'horloge s'arrête et le CSS, ça ne marche plus. Et à la fin du blocage, j'affiche ici le nombre d'itérations qui ont été effectuées. Donc on voit ici bien, c'est 27 millions d'itérations en 4 secondes. C'est beaucoup. Et là, bien sûr, ça m'affiche le message, donc le message parce que j'avais cliqué sur le bouton. Je réessaye encore et je clique sur le bouton une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Mon horloge est arrêtée. Donc vous voyez ici, 5 fois, j'avais cliqué. Donc quand je cliquais tout à l'heure, même si c'était bloqué, eh bien les événements, ils sont enfilés dans la queue et ils attendent. Mais ils attendent, la pile elle est bloquée, donc ils vont attendre. Donc il faut comprendre aussi que la file, quand la pile est bloquée, eh bien la file, ça va s'agrandir. S'il y a des événements, vous avez plein d'événements dans votre page qui peuvent s'exécuter. Par exemple, là, les clics que je faisais, eh bien, ils sont enregistrés, ils sont ajoutés parce que ici, ça, c'est indépendant de la pile. Et donc, les événements DOM, ils sont envoyés ici, et bien, ils vont attendre. Donc, alors, voilà pour ça. Maintenant, si on veut faire des choses sans bloquer, hein, on veut faire des boucles qui peuvent être très grandes. Alors, j'ai ici une deuxième fonction ici. Donc, si on essaie de l'analyser un peu, elle est à peu près comme la première ici. Bloc. Et là, je vais appeler bloc 2. On va bloquer un soi-disant. Et donc, c'est à peu près la même chose. À la différence que ici, dans le test, quand je fais le test if delta est supérieur à 1000 fois le nombre de secondes, là, au lieu de faire, enfin, je fais ici l'inverse. Si delta, là, c'est supérieur. Si delta ici est inférieur, ça veut dire je suis encore à l'intérieur de la boucle et je vais exécuter une tâche. Et donc, pour exécuter, donc ici, je fais ce timeout. Enfin, je vais exécuter, donc je vais ici, là, j'ai déclaré une fonction, ce que je n'ai pas fait ici. Et donc ici, je vais appeler la fonction qui est à l'intérieur de celle-ci. Hein. C'est une fonction interne, c'est une variable locale de type function. Et donc, je l'appelle avec cette timeout. Et vous remarquez ici que je mets 0, ça veut dire maintenant. Mais il faut bien comprendre que le fait d'utiliser cette timeout, eh bien, ça va envoyer donc l'appel de la fonction, même si c'est après une seconde, la fonction task la fonction task doit passer par là et revenir dans la queue. Et ça n'a rien à voir avec la boucle de tout à l'heure, while through. Ici, ça change complètement la donne. Et ici, ça ne va pas bloquer. Et c'est ce qu'on va voir. Et donc ici, je peux exécuter une tâche. Et donc ici, je fais de do task, comme tout à l'heure. Et do task, donc c'est une tâche, ça peut être n'importe quoi. Et donc ici, si j'exécute l'autre fonction do, c'est pas do task, c'est bloc 2 et je lui donne par exemple 6 secondes, et bien ici, ça ne va pas bloquer mon truc. Donc j'ai mon bouton qui fonctionne, j'ai l'horloge qui fonctionne, et mon truc, donc il est toujours en exécution. Seulement ici, donc à la fin, bien sûr, on va voir la fin, le message qui va nous dire que la fin du blocage. Alors j'ai mis 6 secondes, là c'est beaucoup plus que 6 secondes. Alors je clique. Alors, est-ce que j'ai mis un message? Si, j'ai mis un message. Et ça doit retourner le compteur. Alors, est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ici.
Je réessaye. Bloc 2. On attend. Et donc, probablement que j'ai quelque chose qui ne va pas dans mon truc ici. Alors, je fais le test. Donc, ici, bien sûr, alors ici, function bloc 2. Donc, pour mieux voir, donc on va faire ici, à chaque fois, on va appeler doTask. Et on va lui donner la valeur du compteur actuel ici. Donc, chaque itération que je passe ici, ça va m'afficher ça. Et donc, alors, je fais doTask dessus. Là, ça marche, les itérations. Et à un certain moment, ça va s'arrêter. Voilà, ça s'est arrêté. Et seulement, ça ne m'a pas affiché ici le message ici. Ah, là, j'ai return. Donc ici, c'est ma fonction ici de retourne le message. Et donc, au lieu de faire return, donc on peut écrire ici console.log de ce message. Et à ce moment-là, notre message va s'afficher. Donc, je reprends. Alors, il y a une parenthèse. Ici. Voilà. Et donc, après 6 secondes, ça va m'afficher mon message. Voilà, donc mon message est affiché, fin du blocage. Donc, voilà, je pense, alors ici, donc si je réexécute encore une fois, et une dernière fois, donc vous avez ici le bouton qui fonctionne, vous avez alors le bouton regardez, ça se voit, puis vous avez l'horloge et vous avez le CSS qui fonctionne. Par contre, si je réessaye encore une fois avec le bloc de tout à l'heure, la première, et là je suis un peu méfiant, je ne mets pas beaucoup de temps, donc je mets 4, ouais, je vais mettre 6 encore, pas de problème, 6 secondes. Donc l'horloge s'arrête, le bouton s'arrête, le CSS ne fonctionne plus, rien ne va plus. Et là, ça commence à fonctionner après 6 secondes. Et là, bien sûr, j'ai la console ici, parce que je veux afficher des messages ici, et bien la console aussi. Donc elle a une file particulière à elle pour afficher les messages. Il faut attendre que tous les messages qui sont enregistrés dans la file de la console s'affichent pour qu'elle m'affiche mon message à moi de fin de boucle. Donc voilà, je vous remercie. Et donc là, ça constitue une introduction parce que je compte faire un cours sur les promesses en JS. Et donc pour étudier les promesses en JS, il faut bien comprendre comment JavaScript fonctionne en interne. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.